le club notarial de l'immobilier, mardi 30 mai 2023. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aux notaires, bienvenue aux investisseurs, bienvenue aux professionnels de l'immobilier, bienvenue à vous qui nous regardez. Vous êtes bien dans le club notarial immobilier qui a pour thème aujourd'hui l'immobilier tertiaire. Où en est le marché et quel avenir? Sujet que nous aborderons avec notre invitée et experte Barbara Koren-Yougin. Bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes présidente de Cushman & Wakefield France. Nous allons voir ensemble donc le contexte déjà macroéconomique dans lequel nous évoluons et l'environnement des taux financiers auxquels nous faisons face depuis environ mi-2022. Ses répercussions sur l'immobilier tertiaire évidemment, sur les investissements en immobilier d'entreprise. Nous allons voir ça avec vous. Il y a différentes sortes d'immobilier d'entreprise. Vous allez nous expliquer le bureau, le commerce, la logistique. On fera un point sur tout ça. Nous ferons également un point sur l'Île-de-France, sur Paris et sur les régions. Nous sommes également en compagnie d'Élodie Frémont. Bonjour. Bonjour. Présidente de la Commission des statistiques immobilières et notaire à Paris. Nous allons commencer dans quelques instants avec vous, puisque vous allez nous faire un récapitulatif du marché immobilier en Île-de-France pour le premier trimestre 2023 et puis les perspectives. Je rappelle que ces chiffres ont été dévoilés tout à l'heure lors de la conférence de presse qui a eu lieu juste avant ce club notarial. On constate, vous allez nous expliquer, une chute des volumes de vente qui s'accélère et puis les prix aussi qui baissent dans certains endroits. Ça y est, ça commence. Avant de commencer, je vous précise que si vous avez des questions, si vous en avez déjà, allez-y, posez-les sur le chat. Il y a un chat. Sinon, tout au long du club notarial, n'hésitez pas, posez vos questions. On prendra un temps pour y répondre à la fin. On répondra à toutes les questions, donc allez-y. On commence tout de suite avec vous, maître. Que pouvons-nous dire de l'activité donc de ce premier trimestre 2023 concernant le marché immobilier en Île-de-France? Je crois qu'on peut dire qu'on change d'air. Alors l'air n'est peut-être pas meilleur, mais on change d'air. Les années folles se sont arrêtées et on arrive à un marché un peu plus raisonnable, mais avec des chutes en matière de transactions, volume de transactions très sensibles, conformes à l'ambiance nationale d'ailleurs, parce qu'on a enregistré 1 million de transactions en février 2023 sur la totalité de la France. On a eu des périodes évidemment très haussières, mais on enregistre du négatif depuis le 4e trimestre 2022 avec un moins 11% en comparaison à l'année précédente. Et ce premier trimestre 2023, on enregistre un moins 22%. Brièvement, les quelques raisons. C'est du côté acquéreur que ça pêche, c'est pas une grande révélation. On a des crédits à l'habitat qui sont difficiles à obtenir, plus coûteux, un climat économique général bien tendu, un contexte inflationniste qui pénalise et qui réduit le pouvoir d'achat de l'acquéreur, un marché du neuf en suspens, un marché locatif pénalisé par des réformes énergétiques qui sont bonnes, mais qui ont un impact évidemment sur le marché. Dit autrement, l'acquéreur, il va falloir qu'il change son fusil d'épaule et qu'il fasse des choix. Il fasse des choix soit en mensualité, est-ce qu'il fait un effort de trésorerie supplémentaire qui va avoisiner les 20%, ou est-ce qu'il réduit sa surface habitable, ou est-ce qu'il achète autre part, voire même ailleurs. Alors, une fois ces propos introductifs passés, voyons quelques chiffres en Île-de-France. Malheureusement, depuis 3 trimestres, la baisse est presque 2 fois plus importante à chaque trimestre. Moins 6% au T3 2022, moins 11% T4 2022, et désormais, je l'ai dit, moins 22% sur ce premier trimestre 2023 en comparaison avec le premier trimestre de l'an passé. C'est pas une bonne nouvelle. Il y a 9400 ventes en moins sur la totalité de l'Île-de-France. Tous segments de marché confondus, on semble pâtir de cette baisse de transactions, de volume de transactions. Si on parlait des prix en Île-de-France, disons qu'ils s'ajustent. On peut pas dire qu'il y a un choc planétaire. On n'est pas à des moins 20-25% comme on aurait pu le prévoir. Bien au contraire, on a des prix ajustés, moins 0,6% sur l'ensemble de l'Île-de-France. Si l'activité a un petit peu reculé, en revanche, on va voir qu'elle va s'accentuer au fur et à mesure des trimestres en cours. Alors, plus précisément, en parlant de logement, on va commencer par les appartements. Les appartements anciens, donc au premier trimestre 2023, on peut affirmer que les prix commencent à baisser, plus particulièrement pour les appartements. C'est une activité qui avait résisté pendant 12 mois. Le volume des ventes des appartements a diminué de 20% en un an. Et ça va évidemment se répercuter sur les prix avec une tension, une pression, on va dire, sur les prix avec un moins 1,2% enregistré en un an, moins 1,4% en petite couronne.
Pour ce qui est des indicateurs avancés grâce aux avant-contrats, est-ce que l'on peut dire que la baisse va se prolonger? Oui, non. La réponse est oui. En matière de prix, la baisse des prix va s'accentuer. On l'a dit tout à l'heure, on avoisinait les moins 1,4 ou moins 1,6. Là, on va plutôt osciller à 5% de baisse annuelle en juillet 2023, avec un prix prévu à 6 490 € le mètre carré en Île-de-France pour un appartement. La fameuse question du prix mètre carré parisien sera abordée tout à l'heure avec le fameux plancher à 10 000 € qui inquiète tout le monde. Passons au marché de la maison en Île-de-France. Alors, c'est celui qui a le plus souffert. Alors, c'est celui qui avait connu la plus grosse progression. Effet Covid oblige, mais c'est celui qui fatalement va donc plus souffrir en baisse de volume. Je ne parle pas de prix. Sur le marché de la maison, les volumes ont baissé de moins 14% sur les 12 derniers mois, mais surtout moins 25% d'un trimestre 2023 à un trimestre 2022. C'est donc ce marché qui connaît le plus grand repli. C'était celui qui avait constaté la plus grosse progression. Évidemment, ce marché est impacté par les réformes énergétiques, les fameux audits énergétiques, diagnostics de performance énergétique. Bref, des dispositions contraignantes pour le vendeur qui n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord pour réduire son prix, mais du coup, ça impacte les transactions qui, elles, voient leur nombre chuter. On l'a noté, on avait un volume record de transactions au premier trimestre 2022, record jamais atteint depuis 25 ans. Qu'en est-il maintenant des prix sur ces maisons? Alors, il est moins impacté que les appartements en Île-de-France. C'est un marché qui est évidemment impacté par la baisse de l'activité, mais je l'ai dit, moins impacté parce que, effet Covid oblige, les acquéreurs ont souhaité deux lieux de vie, avoir une maison de campagne, en tout cas un deuxième environnement et très souvent la maison. Mais une fois ce marché un peu restreint, force est de constater qu'on ne peut pas multiplier les volumes. Et donc, du coup, l'impact sur les prix s'est fait ressentir. Alors, sur lycée, il n'y avait pas beaucoup de différence de prix. En revanche, c'est la première fois depuis 2015 que l'évolution annuelle des prix des maisons serait négative en juillet 2023. On va enregistrer un moins 3,2%. J'en ai fini avec l'Île-de-France, on va aborder Paris. Alors notre capitale, que dit-elle? Eh bien, sans trop de révolution, elle va suivre le mouvement. Elle avait pourtant bien résisté en matière de volume et là, malheureusement, ça commence à baisser. Le volume des ventes et des prix à Paris. Le nombre d'appartements anciens qui est vendu a augmenté de 2% sur 12 mois, mais si on compare le premier trimestre 2023 au premier trimestre 2022, là, on enregistre une baisse de 18%. Donc, vous voyez, on est toujours dans le fameux créneau infernal des 20, 25, 18%. On observe donc une forte baisse du nombre des ventes ce trimestre, mais le marché reste au-dessus de la moyenne des 10 dernières années, avec plus de 8000 ventes. Pour ce qui est des prix, la variation trimestrielle, premier trimestre 2023 comparé à 2022 est en baisse de 1,2% et la variation annuelle de 2%, soit un prix au premier trimestre 2023 pour les appartements parisiens enregistré à 10 310 € par mètre carré. On est toujours au-dessus de la barre des 10 000. L'évolution future. Que nous disent nos avant-contrats, nos promesses de vente? Eh bien, elles disent qu'au mois de juillet, on sera toujours au-dessus de 10 000 €. On sera à 10 090 € mètre carré dans la capitale. Évidemment qu'il y a une baisse des prix. Évidemment qu'elle est un peu plus accentuée puisqu'on va passer de 2 à 5% de baisse à partir de juillet 2023. Est-ce qu'on peut prédire qu'en septembre, les 10 000 € le mètre carré seront toujours là? C'est moins sûr. Qu'en est-il par arrondissement? Eh bien, Sarrozy, la capitale, Rosy et Rosy. L'écart entre les arrondissements les plus chers et les moins chers s'accentue. 1,72. Le trimestre dernier, on était à 1,59. Dans un contexte où l'écart se creuse, forcément, les différences sociales vont s'accentuer. Le centre de Paris est toujours à 12 000 € mètre carré. Il est à noter qu'il y a 20 ans, l'arrondissement le plus cher et l'arrondissement le moins cher étaient déjà les 6e et 19e arrondissement, ça ne change pas. Les deux quartiers les plus abordables à Paris sont le 18e avec le quartier La Chapelle à 7 890 € le mètre et le 19e pour le quartier La Villette à 7 870 € le mètre carré. Par ailleurs, on note que les deux quartiers les plus chers de Paris se situent dans le 4e, à savoir le quartier Notre-Dame, et dans le 7e, à savoir le quartier des Invalides. Qu'en est-il de l'évolution annuelle des prix par arrondissement? 16 arrondissements sur 20 ont enregistré une baisse supérieure à 1% ou une stagnation des prix entre moins 1 et plus 1%. Restent les quartiers les plus chers qui enregistrent des progressions à 2,1 ou 3,6%.
Petite Couronne maintenant, qu'en est-il ? En termes de volume de transactions, sur les appartements anciens, même régime que pour l'Île-de-France ou pour Paris Intramuros, le volume des appartements baisse à 21% du premier trimestre 2022 au premier trimestre 2023. Le volume est donc inférieur de 8% par rapport au premier trimestre moyen des 10 dernières années, avec 9 650 transactions. Le marché est donc en fort repli et de façon très homogène sur les 3 départements de la Petite Couronne. Baisse des volumes. Cette baisse des volumes est plus forte qu'à Paris, moins empreinte sur Paris. En termes de volume des maisons anciennes, les volumes de vente des maisons sont en baisse également, à savoir 25% entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, inférieur de 19% par rapport au premier trimestre moyen des 10 dernières années. Le marché des maisons, c'est celui qui souffre le plus, en tout cas qui marque la plus grosse baisse. En termes d'évolution des prix des appartements, le prix des appartements anciens a baissé. On est passé à moins 1,4% sur une année pour se placer à 5 370 € du mètre carré dans l'appartement Petite Couronne. Et cette baisse de prix se trouve dans l'ensemble des départements de la Petite Couronne, comme vous pouvez le constater, entre moins 1,5% dans les Hauts-de-Seine, moins 1,1% en Seine-Saint-Denis, ça se tient. L'évolution future, qu'en sera-t-il ? Eh bien, d'après nos indicateurs avancés, la baisse annuelle des prix devrait s'accélérer dans les prochains mois, comme Paris. Le prix d'un appartement en Petite Couronne s'établirait en juillet à 5 220 € le mètre carré, avec 6 310 € dans les Hauts-de-Seine, 5 040 en Val-de-Marne et 3 980 € en Seine-Saint-Denis. Les prix des maisons. La variation annuelle est en hausse de 0,6%, très légère hausse dans ce segment de marché. Cette stabilisation est à relativiser car si on prend les 3 derniers mois compte tenu de la variation saisonnière, là on est en négatif de 0,3%. Cette stabilisation est présente dans tous les départements de la Petite Couronne. Quelle est l'évolution future pour ces prix maisons ? D'après nos indicateurs avancés, les prix devraient baisser dans les prochains mois à près de 428 800 € pour la Petite Couronne et une baisse annuelle de 1,9% prix maison, baisse qui semble donc s'installer de façon très homogène dans tous les départements de Petite Couronne. Qu'en est-il de maintenant la Grande Couronne et ses appartements ? Les prix restent stables, un peu comme partout, comme on l'a dit, sur un an. On assiste néanmoins à une évolution sur le premier trimestre, puisqu'on commence à avoir une petite baisse des prix, mais sans trop compter la correction des variations saisonnières qui montrent encore des prix stables. Si l'on se projette dans les mois à venir, à partir des indicateurs avancés des avant-contrats, la baisse devrait bien se produire d'ici juillet 2023 à 2,9%. Ce sont les départements les plus chers qui devraient le plus baisser, 3,7% pour les Yvelines, alors qu'en Seine-et-Marne, on est à moins 1,9%. Les maisons. Nous sommes un peu dans le même schéma que pour les appartements, mais avec des prix en positif sur un an, plus 1%, et des baisses de prix qui s'annoncent avec les avant-contrats à moins 3,9% en un an. Les baisses les plus fortes sont attendues dans les 2 départements où la chute des volumes est la plus forte, c'est-à-dire la Seine-et-Marne, moins 5%, et l'Essonne, moins 5,3%. Voilà, de façon générale, on peut dire que c'est un marché qui ne se porte pas très bien, en tout cas pour lequel on a constaté une chute importante des volumes de transactions, tout domaine confondu, maisons, appartements et dans la totalité de l'Île-de-France, donc on est à des chutes de volume à 2 chiffres. La tension sur les prix se fait ressentir. Comme j'ai pu avoir à le dire ce matin, les années folles se sont arrêtées. L'acquéreur est là, il a envie d'acheter, mais il n'en a plus les moyens et c'est là toute la difficulté. Et les vendeurs n'ont pas forcément envie de baisser leur prix aussi, c'est ce que vous nous disiez. Absolument. Mais ce qui peut se comprendre. On peut les comprendre. Ils ont connu de belles années et ils se disent pourquoi ça ne continuerait pas ainsi. Et pour en revenir aux arrondissements les plus chers de Paris, c'est grâce aux investisseurs étrangers qui maintiennent les prix. Alors, vous avez entièrement raison. On a très peu abordé ce matin, mais on a une proportion d'étrangers qui demeure stable. Elle n'a pas forcément augmenté, mais si vous regardez les statistiques, on va se retrouver avec du plus de 25% d'investisseurs étrangers non résidents. Disons-le très clairement, le retour des Américains qui n'étaient pas en pole position et les Italiens. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont toujours là. Ils ont un dollar qui vaut très cher. Ils n'ont pas besoin d'emprunter et donc ils n'ont pas besoin de négocier le prix. Donc sur des quartiers, on va dire
fort apprécié de cette clientèle, c'est-à-dire 7e, 6e, 5e et 8e, eh bien, le marché se porte bien. Et c'est la révélation dans cette cartographie toute rose, sauf le centre. Sauf le centre. Eh bien, merci beaucoup, Élodie Frémont, pour ce premier trimestre 2023 à Paris et en Île-de-France. Je rappelle que nous lisons toutes vos réactions sur le chat, donc n'hésitez pas. Posez vos questions. C'est le moment de donner la parole à notre grand témoin. Pour rappel, chaque trimestre, dans le Club Notarial Immobilier, nous recevons un invité qui nous fait part de son expertise concernant un thème de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est Barbara Korenioguin. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Donc, vous êtes présidente de Cushman & Wakefield France. Pouvez-vous déjà nous présenter l'expert mondial en immobilier B2B dont vous dirigez les activités françaises ? Alors, Cushman & Wakefield, vous l'avez dit, est un des leaders mondiaux du conseil en immobilier d'entreprise. Pour ma part, je dirige les équipes françaises, environ 500 collaborateurs sur tout le territoire national, avec 18 implantations en Île-de-France et en région. Et nous conseillons nos clients utilisateurs et investisseurs sur leur stratégie immobilière, en particulier d'immobilier d'entreprise, mais pas seulement, puisque nous réalisons également des transactions en logement, en bloc et en résidence gérée. C'est vrai que c'est bien de le préciser. Alors aujourd'hui, on va parler tertiaire. Est-ce qu'on peut donner à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, la définition du marché tertiaire ? Qu'est-ce que l'immobilier tertiaire ? Alors, par immobilier tertiaire, on doit comprendre l'immobilier de bureau, l'immobilier logistique et d'activité. On doit comprendre le commerce également et enfin l'hôtellerie. D'accord, très clair. On va passer à votre présentation. On va commencer avec un point macroéconomique sur le contexte, sur l'environnement, pour comprendre en fait cet environnement dans lequel on évolue depuis mi-2022. Vous allez me le confirmer. Et puis comprendre aussi ces fameux taux directeurs qui remontent. Alors effectivement, nous aussi, en immobilier entreprise, on vit un changement de paradigme assez radical puisque on a une situation complètement inattendue avec une inflation qui a mis fin à une décennie de politique monétaire expansionniste, en particulier en zone euro. Donc le choc de la remontée des taux directeurs qui a été voulu par les banques centrales pour faire face à l'inflation depuis mi-2022, on a une OAT qui a pris près de 250 points de base, quand depuis 2021, le taux prime a pris uniquement en bureau 75 bips. Donc on est dans une situation assez nouvelle, avec effectivement la fin de l'argent gratuit. C'est vrai que vu les taux qu'on avait, on peut dire que c'était de l'argent gratuit. Alors, en effet. Forcément, ça a des conséquences. On l'a vu sur le marché résidentiel, mais aussi sur les investissements en immobilier d'entreprise. Alors, quelles sont exactement ces conséquences ? Alors, depuis 2018, on a environ 100 milliards d'euros qui ont été investis en bureaux. Aujourd'hui, on est dans une situation où on conjugue à la fois un manque de visibilité sur l'économie, un environnement géopolitique qui est pour le moins angoissant sur fond de contexte de guerre en Ukraine. Et puis, on a démarré aussi l'année avec des faillites bancaires aux USA. Donc, tout ça ne milite pas quand même pour investir de façon aussi dynamique que dans les années précédentes. Donc, en fait, on a constaté effectivement au premier trimestre une chute de l'investissement immobilier de l'ordre de 35% par rapport au T1 2023. L'augmentation de l'OAT a mécaniquement eu un impact sur l'augmentation du coût de la dette. Donc, aujourd'hui, les investisseurs qui veulent investir ont à la fois deux difficultés auxquelles ils doivent faire face. À la fois, ils doivent mettre moins d'effet de levier. Et en plus, ils ont un coût de la tête qui a explosé. Donc ça limite effectivement le nombre d'acteurs et on voit plus effectivement d'acteurs en full equity que d'acteurs qui mettent beaucoup d'effets de levier. Pour autant, il n'y a pas de panne de liquidité. On a plus un problème de risque et de coût de financement, notamment sur les opérations de gros volume. Alors qu'est-ce que le gros volume pour nous ? Ce sont les opérations à plus de 100 ou plus de 200 millions d'euros. Ce sont elles qui ont le plus de difficultés aujourd'hui à se monter, sur lesquelles les corrections de taux peuvent être plus importantes et qui ont plus de difficultés à se financer. On vit également une fin durable de la compression des taux de rendement. C'est plus le potentiel de progression des loyers qui va déterminer l'augmentation de la valeur des actifs aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on avait jusqu'ici, depuis une dizaine d'années, plutôt vécu une décompression des taux. Cette décompression des taux, elle est totalement terminée. On est plutôt parti vers une remontée des taux de façon
plus ou moins significative selon les classes d'actifs. Et c'est vraiment le potentiel de création de valeur locative qui va driver la tendance sur la valorisation des actifs en question. Alors ça, c'est pour la France. Si on regarde à l'échelle européenne, si on compare France et Europe. Alors, si on compare France et Europe, alors déjà, il y a plusieurs choses. Post-Covid, on s'est rendu compte, nous qui faisons des études sur le comportement des utilisateurs, que le retour au bureau a été plus rapide en France que dans d'autres pays européens. En fait, il y a une moins forte résistance au retour au bureau, une demande forte des collaborateurs de revenir travailler au moins 3-4 jours par semaine. On verra ensuite un peu plus tard quelles sont les conséquences sur très clairement l'adoption du flex office, du télétravail, etc. Mais c'est vrai qu'on a cette chance, c'est que le retour au bureau a été plus fort, et ça c'est su, ce qui fait que globalement l'investissement en immobilier entreprise est moins dégradé en France que dans d'autres pays européens. Si je regarde effectivement sur le graphe qui s'affiche, l'évolution cumulée sur les 6 derniers mois, T4 2022, T1 2023, la Grande-Bretagne a connu un recul des investissements en immobilier commercial de 65%, l'Allemagne de 58% et la France seulement de 41%, quand le reste de l'Europe s'établit à 58%. Donc on peut considérer que c'est un peu l'effet peut-être amortisseur de notre système social, qui fait qu'il y a quand même une dette qui a été massivement injectée pour soutenir les entreprises et les particuliers pendant le Covid, donc moins de défaillances d'entreprises, et globalement un marché locatif qui résiste mieux en France parce que les marchés utilisateurs restent quand même plus actifs que sur les autres pays européens. Alors on en parlait tout à l'heure, un petit mot sur les investisseurs étrangers. Quels sont leurs comportements ? Alors, comme dans toute période, on va dire, d'inconnu, on assiste à un retour des investisseurs sur leur marché domestique. Et cette période ne fait pas, ne fait pas de différence par rapport au comportement constaté dans les autres périodes d'inconnu. On voit qu'effectivement, les investisseurs se sont repliés sur leur marché domestique. S'ils étaient 57% à investir en France en 2021, ils n'étaient plus que 40% en 2022, et on anticipe une décroissance du volume des investisseurs étrangers sur le volume d'investissement 2023 de l'ordre de 35%. Alors quand on dit investisseurs étrangers, vous pouvez nous indiquer les nationalités ? Alors les investisseurs étrangers qui ont été très actifs sur le marché français sont principalement les Allemands, les Nord-Américains, on a eu aussi pré-Covid les investisseurs asiatiques, notamment les Coréens. Bon, eux, ils ont totalement disparu du marché pour l'instant, donc on voit bien effectivement la forte décroissance des investisseurs étrangers sur notre activité d'investissement. Alors, au prochain slide, si on compare la logistique et les commerces. Donc, Alors, on a des positions qui sont assez différentes sur ces deux classes d'actifs, puisque la correction des valeurs a drivé la correction des volumes dans ces deux classes d'actifs. Le marché de la logistique, lui, a eu un décrochage très brutal, puisque en 2020, le volume d'investissement en logistique est passé de presque 5 milliards à 3 milliards et demi, donc un fort décrochage. Mais par contre, la conséquence, ça a été un repricing rapide du prime, qui aujourd'hui s'établit à peu près à 4,25, et du coup, une reprise de l'activité et une reprise des transactions, puisque en 2022, le marché de l'investissement logistique s'est établi à 4,9 milliards d'euros. Et comment vous expliquez ce repricing ? Tout simplement parce que, d'abord, le marché de la logistique est un marché à la fois d'actifs existants, mais beaucoup d'opérations de développement, pour faire face effectivement aux besoins de qualité des opérations de logistique, aux nouveaux usages avec toute l'automatisation des entrepôts. Et donc, évidemment, les opérations de développement, elles ont besoin de mettre de la dette. Le coût de la dette étant plus élevé, quand on veut sortir son opération, on fait des efforts sur le coût, on renégocie son foncier, etc., etc. Donc les ajustements de prix se sont faits plus vite. Par ailleurs, le marché de la logistique, il est aussi drivé par le sous-jacent locatif, dans le sens où il y a très peu de vacances en logistique. Et les valeurs locatives, jusque-là de la logistique, avaient très peu cru. Aujourd'hui, elles ont considérablement progressé, le marché locatif est en sous-offre, ce qui a donc poussé une croissance des loyers de l'ordre, par exemple, de 60 à 70 euros pour l'Île-de-France et Marseille, versus par exemple aujourd'hui 100 euros pour les Pays-Bas
ou l'Allemagne. Donc on a encore un potentiel de croissance locative sur le marché de la logistique qui fait qu'il y a un attrait très significatif des investisseurs pour cette classe d'actifs, d'autant que le e-commerce fonctionne, on l'a très bien vu, qu'on a besoin de réseaux de distribution et de supply chain et donc d'entrepôts de bonne qualité. Donc tout ça, effectivement, m'amène à dire que le marché de la logistique va continuer à bien fonctionner, ce repricing étant fait. Le marché des commerces, alors, a connu un fort rebond en 2022, tout simplement là aussi parce que les ajustements à la fois sur les valeurs locatives des commerces, mais aussi sur le prix des commerces, ont été faits en grande partie. Donc aujourd'hui, par exemple, je citerai les taux prime en centre-ville des commerces de pieds d'immeubles qui s'établissent à 3,75, des centres commerciaux prime à 4,75 et des retail parks à 5% par exemple. Donc on voit effectivement que le commerce, lui aussi, a retrouvé un rythme de croisière meilleur que d'autres classes d'actifs. Là aussi, on peut l'expliquer par les consommateurs qui sont revenus. Les consommateurs sont revenus dans les commerces. Alors, il est difficile de prévoir ce que effectivement aujourd'hui la situation économique va avoir comme impact sur la consommation des ménages, parce que l'inflation reste forte, donc la consommation des ménages va probablement réduire et se focaliser sur les biens de première nécessité. Mais cela dit, quand on regarde les transactions du premier trimestre 2023, le commerce a représenté 1,1 milliard d'investissements sur les 3,3 milliards qui ont été engagés, c'est-à-dire plus de 33% de l'investissement, ce qui est colossal. Donc de très gros volumes d'engagement au T1 qui clairement témoignent de l'attractivité retrouvée du fait de la décote déjà actée en fait sur les actifs de commerce. Voilà. Alors on a parlé logistique, commerce, on va parler bureau maintenant avec un focus sur ce marché. Oui. Et notamment avec l'impact de l'hybridation qu'on évoquait tout à l'heure brièvement. Alors, si vous regardez un peu le graphe qui est présenté, on voit que le Covid et l'avènement du travail hybride marquent très nettement une cassure dans la dynamique de marché de l'investissement de bureaux. Alors, travail hybride, c'est télétravail et retour au bureau. Hein. Travail hybride, c'est télétravail, c'est travail dans des tiers-lieux, que ce soit effectivement des coworkers ou que ce soit d'autres tiers-lieux, type du café, sa résidence secondaire, etc., etc. Donc, on part d'une situation où, pré-Covid, l'investissement de bureaux représentait 22,8 milliards sur les environ 39 milliards qui s'étaient positionnés, et c'est l'année de pic des volumes d'investissement, à une situation où, en 2022, il y a seulement 10,6 milliards de bureaux qui se sont transactés, soit une baisse de 54% par rapport à 2019. Au T1, on enregistre un nouveau recul de l'ordre de 35% par rapport à l'année dernière, et il y a au T1 environ 1,6 milliard de bureaux qui se sont transactés. Sur ce 1,6 milliard, 1,170 milliard se sont positionnés en Île-de-France. On y reviendra plus tard. Donc clairement, la crise sanitaire a changé le comportement des utilisateurs et on voit effectivement aujourd'hui, même si on a un fort retour au bureau des collaborateurs, des changements de comportement avec, lorsqu'on revient au bureau, un besoin de centralité, on revient au bureau pour voir ses collègues, on revient au bureau pour apprendre, on revient au bureau pour échanger, on revient au bureau vraiment pour avoir une expérience différente. Donc de ce fait, on assiste aujourd'hui, nous, dans les recherches que nous pilotons, ou les recherches qui sont pilotées par nos confrères, on se rend compte qu'il y a à la fois une recherche de centralité, mais aussi des réductions de surface fortes qui sont demandées par les utilisateurs. Alors, on pouvait considérer que ces réductions de surface étaient liées d'abord à un changement d'usage et au fait qu'effectivement, on utilise moins le bureau, on télétravaille un peu plus, mais pas seulement. Je pense également que cette demande de réduction de surface est liée également à l'environnement économique dans lequel on évolue et au fait effectivement qu'on manque de visibilité. Donc les entreprises sont plus attentives aux coûts immobiliers, aux coûts par poste de travail. Et si on pouvait considérer que la réduction moyenne s'établissait autour de 30%, on a aujourd'hui parfois des entreprises qui n'hésitent pas à réduire leur surface de l'ordre de 40 à 50%. Alors est-ce que cette tendance est durable ? C'est trop tôt pour le dire parce qu'on n'a pas encore de retour d'expérience sur l'impact de l'hybridation du travail sur ne serait-ce que tout simplement l'attachement du collaborateur à l'entreprise, la façon dont il va
incarner l'engagement et la culture de l'entreprise. Donc c'est un peu tôt pour le dire. Cependant, c'est factuel, sont des tendances auxquelles on est confronté tous les jours dans les demandes des utilisateurs qui nous sont adressées. D'accord, donc pour l'instant, en tout cas, ça dure. Pour l'instant, ça dure, en effet. Si on se concentre sur l'Île-de-France, qu'en est-il du marché locatif des bureaux ? Alors, le marché locatif des bureaux en Île-de-France est soumis à un double effet, à la fois une réduction de la demande placée, puisque si on regarde les chiffres, pré-Covid, la demande placée s'établissait pour les 5 années précédentes à 2 400 000 m², et pour la moyenne des 10 années précédentes à 2 200 000 m². Aujourd'hui, on peine à retrouver ce niveau d'activité, puisque par exemple, l'année 2022 s'est terminée à 2 170 000 m². Et le premier trimestre 2023, les transactions locatives au premier trimestre 2023 s'établissent à un peu plus de 300 000 m², ce qui est plutôt le rythme, on va dire, de l'année 2021 en termes de comparaison, ce qui nous amène à dire qu'il est peu probable qu'on dépasse 1 900 000 m² de transactions en demande placée sur l'année 2023. Alors, cette demande placée, elle s'exprime principalement sur Paris Intramuros, qui a représenté l'année dernière à peu près 50% de la demande placée et plus de 38% de la demande placée de plus de 5000 m². Donc c'est considérable. La demande placée au T1 2023, comme je l'ai dit, elle connaît un recul de 37%. Et paradoxalement, on a une offre immédiate qui a explosé, puisque aujourd'hui on a 4 400 000 m² d'offres immédiates, et notamment en plus de 5 000 m², c'est la première fois qu'on a une offre de plus de 5 000 m², de 2 200 000 m², dont 45% de neufs et restructurés. C'est effectivement un record, jamais atteint. Et pourquoi ? Parce que ces 3 dernières années, on a fait face à un choc de livraison. On a livré ces 3 dernières années environ 800 000 m² d'immeubles neufs en Île-de-France. Donc évidemment, on a cet effet de ciseau, de ralentissement de la demande placée, donc des transactions locatives, et d'augmentation assez impressionnante de l'offre immédiate. Pour ce qui concerne l'offre future, elle est importante également, puisque du T2 2023 à 2026, on a environ 3 300 000 m² de bureaux disponibles en chantier ou avec permis de construire. Alors, heureusement, le nombre de mètres carrés en chantier n'est seulement qu'1 700 000 m², donc on espère que, effectivement, le volume d'offres futures va se ralentir, là aussi, parce que les promoteurs vont avoir des difficultés à obtenir les financements sur les opérations sur lesquelles il y a des permis de construire, parce que, très clairement, le coût de la dette explose et qu'il n'y aura pas de clients probablement sur des opérations en VFA. Alors Paris résiste beaucoup mieux sur le marché de l'investissement. La capitale, on peut le dire, bénéficie notamment du flight to quality. Oui. Alors, on a effectivement un effet de ciseau, je le disais, entre la réduction des besoins en mètres carrés des entreprises, mais pour autant, le neuf et le restructuré représentent 3/4 de la demande placée, supérieure à 5 000 depuis 2020. On a une accélération de la production neuve, 800 000 m² depuis le 2020 par an, qui s'est concentrée sur les marchés principalement en fort ralentissement. Et quand je dis marché en fort ralentissement, je parle principalement de Péri-Défense, du nord de l'Île-de-France, alors que Paris, par contre, n'a représenté qu'un quart seulement des livraisons entre 2020 et 2022 versus 45% de la demande placée. Donc, on assiste à une raréfaction extraordinaire de l'offre dans Paris, intramuros, pas seulement Paris QCA, les utilisateurs voulant plus de centralité. Tout le monde veut un peu la même chose et on voit effectivement que de ce fait, les investisseurs ont compris ce phénomène des utilisateurs qui recherchent plus de centralité, des utilisateurs qui, pour garder leur talent, en attirer de nouveaux, veulent absolument s'installer dans Paris ou y rester. Et du coup, l'investissement bureau en Île-de-France a représenté 50% des investissements de l'année 2022 en bureau. Donc Paris, par exemple, si je donne les chiffres précis, le marché de l'investissement en 2019 représentait 8,8 milliards d'engagements. Il s'est positionné à 6 milliards en 2022. Donc on a une plus faible décroissance dans Paris intramuros de l'investissement bureau que sur d'autres secteurs géographiques, parce que les fondamentaux locatifs restent bons, avec un taux de vacances Paris qui est de l'ordre de 3,3%, quand le reste de l'Île-de-France s'établit à 7,4% aujourd'hui. Donc clairement, Paris tire effectivement
très bien son épingle du jeu et continue d'attirer des investisseurs core, mais pas seulement, aussi des investisseurs value-add, parce que le repositionnement d'immeubles, si tant est qu'il soit possible dans le cadre du nouveau PLU, permet là aussi de conquérir de nouveaux utilisateurs et d'aller chercher de la création de valeur. Alors ça, c'est pour Paris. Si on dézoome, si on regarde à l'échelle de l'Île-de-France, c'est pas la même chose, c'est pas la même tendance. Alors, l'arbre parisien cache la forêt. En effet, on a une situation locative qui est très hétérogène entre Paris intramuros et le reste de l'Île-de-France. Paris intramuros, donc globalement, un taux de vacances de 3,3, qui est très exacerbé dans le QCA, puisqu'on constate un taux de vacances de 2,4. Donc, QCA, c'est quartier central d'affaires. Quartier central des affaires, pardon, pour notre jargon. Donc, une explosion de la vacance, là où malheureusement, la demande ne s'est pas exprimée. Et cette explosion de vacances fait que les délais d'écoulement vont se rallonger dans ces territoires-là. Alors, je donne par exemple Péri-Défense, où on a des taux de vacances de 19,5%. Donc, on a actuellement, par exemple, 400 000 m² d'offres immédiates disponibles sur Péri-Défense. À la Défense, on a par exemple 500 000 m² d'offres disponibles. Et en première couronne nord, on a 540 000 m² d'offres disponibles. Donc, ces territoires-là ont un taux de vacances de l'ordre de 20%, ce qui représenterait à peu près 4 à 4,5 années de délai d'écoulement sur le rythme actuel d'écoulement. Donc on peut imaginer que certains immeubles de ces territoires-là, et en particulier d'immeubles de seconde main, ne retrouveront pas preneur, et qu'il faudra effectivement s'engager dans une stratégie de repositionnement de ces immeubles, changement d'usage, notamment avec transformation en d'autres usages. Oui, ce qu'on commence à voir déjà dans certains endroits, on va dire. Oui, quand effectivement les élus sont coopératifs, ce qui n'est malheureusement pas le cas partout. Voilà, le message est passé. Alors, on parle aussi de l'obsolescence, puisque ça s'accélère, l'obsolescence s'accélère. On en parle beaucoup aussi en ce moment, notamment à cause de l'impact du décret tertiaire, puisqu'on est sur le marché tertiaire. Oui, alors il y a deux choses en fait. Il y a à la fois le désir des entreprises, et notamment des grandes entreprises, qui veulent absolument se positionner sur des immeubles de qualité, dans lesquels l'offre de service va parfaitement correspondre aux besoins de leurs collaborateurs. Alors, offre de service, ça va être une offre de restauration variée, ça va être évidemment... On a vu que ces besoins ont changé aussi depuis les besoins ont considérablement Covid. changé. On a effectivement réduit la surface des bureaux. Pour autant, par contre, on a augmenté la surface des locaux de service, on a augmenté de façon considérablement le nombre de salles de réunion, leur surface, pour pouvoir effectivement offrir aux collaborateurs une expérience différente quand ils viennent au bureau, selon qu'ils vont travailler en mode solo, selon qu'ils vont travailler en équipe, selon qu'ils vont avoir besoin de se concentrer ou qu'ils vont avoir besoin de travailler sur des sujets d'innovation, de créativité, etc. Donc le produit a considérablement changé. Peu d'immeubles aujourd'hui correspondent parfaitement aux besoins de recherche de qualité, tant à la fois en termes d'usage, de nouveaux services, qu'aussi en termes de performance énergétique et d'ESG. Le décret tertiaire et les besoins ESG ne sont pas le seul fait et le seul apanage des investisseurs. Aujourd'hui, les grands utilisateurs cherchent également des immeubles qui correspondent à ces besoins-là et ils sont attentifs dans leurs critères de recherche au niveau auquel se positionnent les immeubles qu'on leur propose. C'est pas par hasard que 85% de la demande placée l'année dernière de plus de 5000 m², donc celle qui concerne les grands utilisateurs, s'est positionnée sur l'offre de première main. Donc, quid de l'offre de deuxième main ? C'est le vrai sujet, et c'est effectivement sur cette offre de seconde main que l'obsolescence s'est accélérée, soit par le fait de l'obsolescence produit, donc manque de services, dessertes de moins bonne qualité, distance et moindre centralité, peu d'urbanité autour des immeubles, ou alors obsolescence gérée du fait de la, on va dire, médiocre performance énergétique des immeubles, ou moins bon positionnement par rapport au décret tertiaire et par rapport aux critères ESG. Donc effectivement, cette recherche de centralité et de qualité fait qu'on a un problème d'écoulement du stock de deuxième main sur certains marchés périphériques. Donc, quand en moyenne, en Île-de-France, le délai d'écoulement de l'offre immédiate est de 24 mois, si on regarde sur certains marchés, par exemple Boucle Nord, pour la seconde main, ça va être 57 mois. Ouais. Donc, on voit bien que la conjoncture et le manque de visibilité qui ont poussé à la réduction des surfaces font aussi que, très clairement,
on voit bien que dans le futur, alors le côté positif, c'est qu'il y aura une offre future dans Paris Intramuros qui va être réduite. Donc, on peut espérer que les utilisateurs vont élargir leurs critères de recherche. Et on voit bien déjà sur le premier trimestre que certains se sont positionnés sur la première couronne sud. Certains s'étaient positionnés au dernier trimestre 2022 sur la première couronne nord, mais cela dit, sur des immeubles de première main. Donc, si effectivement on peut penser que la raréfaction de l'offre parisienne va permettre d'élargir les critères de recherche des utilisateurs à la première couronne, elle va nécessairement se poser pour les grands utilisateurs sur l'offre neuve. Donc les enjeux de transformation sont forts sur le parc de seconde main et il va falloir très clairement là que les élus acceptent effectivement les changements de destination pour que les investisseurs puissent effectivement faire évoluer la destination de leurs actifs dans leur portefeuille parce que certains ne retrouveront pas preneurs et quand bien même les niveaux de capex qu'il faudrait investir pour repositionner ces immeubles pour qu'ils soient plus performants énergétiquement, meilleurs en termes de services, ne seront pas absorbés par les valeurs locatives futures de ces immeubles qui vont nécessairement décroître. Et parfois, c'est sans doute aussi pas possible Et parfois, ce ne sera pas possible. Exactement. Nous partons désormais dans les régions avec une bonne résilience constatée concernant les investissements. Oui. Alors, l'investissement en région a connu une grosse croissance, en fait, puisque, par exemple, en 2016, le total de l'investissement en région sur le montant d'investissement engagé en 2016, l'investissement en région représentait 17% du total des engagements, quand en 2022, il a représenté 33% du volume des engagements. Donc on voit bien effectivement une confiance et un flux d'investissement qui se tourne vers les régions pour différentes raisons. D'abord parce qu'en région, on a plus de facilité à trouver des volumes d'engagement inférieurs à 100 millions ou inférieurs à 50 millions, ce qui est plus difficile en Île-de-France, et qu'on a plus de facilité à trouver des volumes d'engagement à ces niveaux-là pour des actifs de centre-ville. Deuxièmement, on a en région une forte croissance démographique qui est connue depuis de nombreuses années, pas seulement sur l'arc atlantique. On a également des marchés de région qui sont diversifiés en termes de tissu économique et dont la croissance économique s'alimente sur des moteurs endogènes. Et on a un marché des régions où les fondamentaux locatifs sont excellents, avec une faible volatilité des loyers et par conséquent un potentiel fort de croissance des valeurs locatives, avec de taux de vacances qui sont faible parce qu'en région, on n'a pas de suroffre comparativement à l'Île-de-France. Et puis, on a en région des projets urbains d'excellente qualité. Donc, c'est vrai que les régions ont bien tiré leur épingle du jeu, avec en plus des taux de rendement qui n'ont pas tellement décroché, en fait. Est-ce qu'il y a des régions en particulier qui tirent leur épingle du jeu ? Le marché lyonnais est le premier marché d'investissement après le marché de l'Île-de-France. On a vu beaucoup d'investissements se positionner également sur les grandes métropoles régionales comme Bordeaux, comme Lyon, comme Lille, qui est un marché évidemment très dynamique, du fait notamment qu'il est placé sur la dorsale pour la logistique, mais pas seulement. On a vu beaucoup d'investissements de bureaux se placer à Lille. Nantes est aussi une ville dynamique en termes d'investissement en immobilier entreprise. Donc principalement les grandes métropoles, mais pas seulement. Un petit point maintenant sur les valeurs vénales. Alors, les valeurs vénales, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore un peu de chemin à faire en termes de repricing pour permettre à l'investissement de redémarrer de façon plus dynamique et pour permettre de retrouver un volume d'investissement plus conforme à ce qu'on a connu par le passé. Alors, on s'est livré à un petit exercice parce que chez Cushman, on a évidemment des équipes recherche à l'échelle française, mais aussi européenne. Et le graphique est assez intéressant. C'est l'évolution des valeurs vénales prime, bureau européenne. Alors, si on regarde T1 2010, indice 100, donc post-global crise financière, on voit effectivement un indice qui a baissé de 25,1%. Et alors qu'au premier trimestre 2023, il n'a baissé que de 12% par rapport au pic de l'année 2022. Donc on peut se poser la question de savoir si on a encore 12% de décroissance des valeurs à enregistrer pour retrouver un niveau de volume d'investissement plus dynamique. Et si on regarde une comparaison entre les différents marchés européens, là, les codes des valeurs depuis le pic du marché, globalement en Europe, il s'établit aux alentours de 12%. Le UK a corrigé très significativement puisqu'il a corrigé de plus de 15%. L'Allemagne a corrigé de presque 22,5%. Et la France n'a corrigé que de 13%.
Donc on voit bien effectivement la façon dont les marchés européens se sont corrigés de façon plus ou moins importante. Je discutais récemment avec un investisseur et j'étais assez sidérée des taux de rendement qu'il m'annonçait, par exemple pour le résidentiel ou par exemple aujourd'hui au UK, on trouve des taux de rendement pour des actifs londoniens à 6%. Voilà, donc on voit bien la rapidité avec laquelle certains marchés se corrigent ou non. Alors, on peut imaginer qu'il va y avoir là des expertises au 30 juin. Certains investisseurs ont demandé des expertises de le portefeuille au 30 juin qui vont nécessairement enregistrer effectivement une évolution des prix et certainement que la fin de l'année 2023 verra une nouvelle correction des prix. On parle, pour terminer, des SCPI. Alors, on le sait, on en a beaucoup parlé. Elles ont bouclé une année exceptionnelle en termes de collecte. 10 milliards, plus de 10 milliards. Je crois qu'on est à 10,2 de collecte nette engrangée. Oui. Ça dépasse le record donc de 2019. Voilà. Qu'en est-il de ces SCPI ? À quoi on peut s'attendre pour 2023 ? En fait, vous m'interrogiez sur la nationalité des investisseurs. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à parler des investisseurs institutionnels, mais il y a aussi tous les fonds immobiliers non cotés. Et par fonds immobiliers non cotés, il y a effectivement les SCPI, donc dans lesquels on a des clients retail qui investissent. Et on voit effectivement que post-Covid, l'investissement et le poids des SCPI dans les engagements en France s'est plutôt établi autour de 20%, qu'en pré-Covid, il s'était établi à 15%. Donc, pour l'instant, les SCPI restent des acteurs dynamiques du marché de l'investissement, puisque l'année dernière, 10 milliards d'euros de collecte nette pour ces véhicules. Au T1 2023, on enregistre encore une collecte nette assez dynamique, puisqu'elle est assez proche du T1 2022. Cela dit, on peut se poser la question de jusqu'à quand, parce qu'effectivement, il y a des enjeux clairement de distribution, de rendement locatif, et donc on peut imaginer que la collecte nette des SCPI va probablement rester soutenue sur l'année 2023, mais peut-être être orientée sur des actifs plus diversifiés que le bureau. Ce qui joue aussi, c'est pour les SCPI, c'est les difficultés d'obtenir un crédit également. Absolument, même si traditionnellement, elles sont enfin, peu d'entre elles investissent avec de l'effet de levier. Oui. Alors, vous continuez à poser vos questions sur le chat. On y répond. Est-ce qu'on a déjà des questions pour Barbara ou pour Élodie, donc concernant le tertiaire ou concernant le marché résidentiel dans l'ancien en Île-de-France? Alors, une question de Noël qui demande quelle perspective pour les SCPI de Bureau et Commerce France et zone euro. Prix d'achat SCPI en France a baissé. Effet sur investissement en France. Alors, clairement, le T1 2023 n'a pas enregistré une très forte décroissance de la collecte des SCPI. Donc, c'est un peu tôt pour tirer des conclusions sur la façon dont le marché va se comporter. On constate quand même un ralentissement des collecteurs bancaires et assurances sur ce premier trimestre qui sont moins représentatifs dans le volume collecté au T1 2023 que sur le courant de l'année 2022. Bénédicte qui demande quel est l'impact de la baisse des transactions sur les loyers tertiaires, notamment dans les QCA. Une baisse est-elle envisageable ? Eh bien, j'ai le regret de répondre non. Malheureusement, la rareté fait que les loyers dans le QCA continuent de progresser, puisqu'on a un loyer prime dans le QCA qui s'établit aujourd'hui à 960 € du mètre carré. Et je pense que dans pas longtemps, on annoncera un loyer prime dans le QCA à 1000 € du mètre carré. Ah oui, d'ici combien de temps, selon vous ? Dans le courant de l'année 2023, parce qu'il y a déjà plusieurs transactions qui ont été enregistrées à ces valeurs-là. D'accord. Olivier demande pourquoi une telle correction sur les valeurs vénales en Allemagne ? Mais tout simplement une adaptation plus rapide des acteurs à la situation économique. Et comme on l'a vu, le UK, l'Allemagne sont des marchés sur lesquels les corrections sont plus importantes. En France, on a effectivement l'habitude d'avoir des valeurs qui sont liées aux valeurs d'expertise qui sont réalisées par les experts tous les ans. Pour l'instant, encore une fois, les valeurs d'expertise, elles s'établissent sur des transactions
de référence. Il se trouve qu'il n'y a pas eu de transactions de référence qui ont permis jusque-là d'afficher une baisse des valeurs plus importante que celle qu'on a enregistrée, c'est-à-dire de l'ordre de 12% en moyenne. Donc en fait, quand on est expert, on a besoin de transactions de référence pour pouvoir effectivement justifier de la façon dont on corrige les valeurs d'un portefeuille. Oui, forcément, ça se comprend. Yanis nous demande la profondeur et la durée de la crise risque-t-elle d'être comparable à celle de 1990 ? On parle du bureau ? Je suppose. Oui. Yanis, est-ce que vous parlez du bureau ? Peut-être en parlant du tertiaire. Alors, on a très honnêtement, je ne pense pas, parce que on n'a pas de problème de liquidité, dans le sens où il y a de l'argent. Les investisseurs et l'immobilier restent une valeur refuge, une valeur de protection contre l'inflation. On voit bien la croissance des loyers qui est forte. Les loyers, eux, sont indexés, ce qui n'est pas le cas des autres classes d'actifs. Donc, on a un scénario où les investisseurs veulent continuer à investir en immobilier. On a simplement aujourd'hui une situation où il va falloir qu'on trouve un équilibre entre les attentes des vendeurs et les attentes des acquéreurs. Ce point d'équilibre peine encore à se trouver sur les grands volumes, mais on peut imaginer que, courant début 2024, on retrouve effectivement une situation plus normale. Le deuxième impact également, c'est qu'aujourd'hui, on a des investisseurs qui cherchent à diversifier de façon très significative leur portefeuille immobilier. Et si effectivement le bureau représentait entre 65 et 70% des volumes investis, aujourd'hui, il ne représente plus que 50%. Pour autant, les investisseurs continuent à investir dans d'autres classes d'actifs, la logistique, le commerce, le logement, la santé, tout ce qui est les actifs life science, etc. Donc on a quand même une volonté et un volume d'investissement qui va s'orienter sur l'investissement immobilier. C'est certain. Quoi qu'il arrive. Ouais. Vous parliez du point d'équilibre, je pense que c'est un peu la même chose en résidentiel, en immobilier résidentiel, le point d'équilibre entre les vendeurs et les acquéreurs qu'on peine à trouver. Absolument. Non, c'est exactement la même chose, c'est que le vendeur n'arrive pas à se résoudre à la réalité de marché, donc il ne veut pas baisser son prix, et il est contraint également, on l'a dit, par des performances énergétiques, maintenant par la suggestion de travaux à réaliser, donc suggestion de financement à réaliser par l'acquéreur, donc suggestion de réduction du prix, qu'il ne digère pas. Et du côté acquéreur, c'est pas qu'il ne veut pas acheter, c'est qu'il n'en a pas les moyens. Soit il réduit sa surface acquise de... C'est une pièce en moins en général. Voilà, c'est ça. Alors c'est une belle pièce pour une maison, c'est 18 mètres carrés, donc c'est une belle pièce. Soit il augmente sa capacité de financement, autrement dit, il augmente la mensualité de 20%. Et c'est vrai que ces lois concernant la rénovation énergétique, que ce soit pour le tertiaire ou le résidentiel, avec le DPE, tombent, on va dire, assez mal. Le décret tertiaire et la loi climat et résilience, en termes de taux calendrier, avec... je ne sais pas si on peut dire que ça tombe mal. De toute façon, il faut se rendre à l'évidence. On n'a pas le choix. Donc, il n'y a pas de ça tombe mal ou ça tombe bien. On n'a pas le choix. L'impact carbone de nos activités sont quand même importantes. Et donc, il faut prendre le sujet. Pour vous, il faut le faire, quoi qu'il arrive. On n'a plus le choix. C'est une évidence. Je crois que tout le monde l'a compris. Alors, Olivier demande, la courbe des loyers moyens suit-elle la courbe des loyers prime ? N'y aura-t-il pas de divergence des courbes ? Non, la courbe des loyers moyens croît moins vite que la courbe des loyers prime, je vous le confirme. Et du coup, pour l'avenir non. Pour l'instant, c'est difficile de répondre à la question. Ouais. Continuez si jamais vous avez des questions. C'est le moment. Ah, il y a Catherine. Catherine qui demande les investisseurs institutionnels. C'est vrai qu'on reçoit les questions en même temps. Donc, c'est assez compliqué. Alors, continuez. C'est sur le chat. On y répond. Donc, les investisseurs institutionnels ou non, ou non, de la rentabilité dans les marchés en hausse. Je ne vois pas toute la question. On peut un petit peu dézoomer.
Alors, non, les investisseurs institutionnels ou non vont-ils chercher de la rentabilité dans des marchés en hausse, par exemple? C'est vrai, le Portugal, on en parle beaucoup. Alors non, c'est pas tout à fait. Enfin, je pense que je répondrai un peu différemment. Je pense que les investisseurs institutionnels, d'une façon générale, cherchent de la rentabilité, ce qui les amène parfois à aller soit sur des classes d'actifs différentes que les classes d'actifs traditionnelles, soit aller sur des géographies un peu différentes, et notamment les pays du sud de l'Europe, par exemple l'Espagne, l'Italie, ont connu des volumes d'investissement l'année dernière excellents, et leur dynamique au premier trimestre reste bonne parce que les taux de rendement sont plus élevés. Et donc, effectivement, dans une allocation d'actifs, quand on peut effectivement investir sur des actifs stabilisés, prime, avec des taux de rendement supérieurs, on peut être amené à aller sur des classes d'actifs alternatives ou aller sur d'autres marchés comme les pays du sud de l'Europe. Donc, ce qui est le cas de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie. L'Europe centrale également continue à bien fonctionner. On a un volume de transactions qui est important au T1 2023. Et concernant la Grèce, Catherine parlait de la Grèce. Est-ce que je ne saurais pas vous dire, c'est pour moi un trop petit marché pour que je puisse vous répondre. Alors Emmanuel vous demande, vous ne parlez pas trop de la baisse des rendements des SCPI, est-ce trop tôt? Je pense que c'est un peu tôt. Il faut attendre effectivement les expertises de mi-année ou de fin d'année pour voir effectivement si les rendements des SCPI vont baisser ou non. D'accord, vous n'avez aucune idée à ce stade sur ces rendements. Très bien. Eh bien, je crois qu'il n'y a plus de questions sur le chat. Ah si, pas pour le moment. Ok. C'est le moment, en tout cas, si vous voulez poser une dernière question. On est connecté encore quelques minutes. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Élodie Frémont. Merci beaucoup, Barbara Koreniugin. Je vous rappelle que le replay de ce club notarial immobilier sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube et également sur le site de la Chambre des notaires du Grand Paris. Donc, c'est notaire-du-grand-paris.fr, tout attaché. C'est très simple. Et vous retrouverez également on retrouvera vos chiffres aussi, Élodie Frémont, qui ont été dévoilés. Et puis, le prochain club notarial immobilier aura lieu en septembre, le 7 septembre, et nous parlerons de ce fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, avec Philippe Pelletier, qui sera notre invité expert. On vous dit à très bientôt. Le club notarial de l'immobilier, mardi 30 mai 2023.